Alors, c'est notre dernière séance sur Qara Dar concernant la préparation à la certification ISO 27001 Foundation. Et on s'est arrêté dans la partie qui s'intéresse surtout à la partie gestion de risque, au management de risque, parce que je suis un peu sceptique sur le terme gestion. On parle de management et on ne parle pas, bien sûr, de gestion. Là, les composantes fondamentales que vous devez maîtriser avant de passer, on a déjà parlé des clauses qui sont de 10 clauses, qui commencent avec la 6e clause qui est bien sûr le leadership, le contexte de l'entreprise, la planification. Et dans la partie planification, on a dit qu'il y a une partie qui est très, très délicate qui est liée à la partie management de risque. Et voilà, le management de risque, en outre de la référence ou du référentiel, je dirais, fondamental qui est ISO 27001, mais le ISO 27001 ne fait que chapeauter en quelque sorte le SMSI, qui est le système de management du système d'information. Mais entre autres, ce système de management des systèmes d'information ou de sécurité d'information nécessite d'autres composantes qui sont fondamentales et très importantes, en l'occurrence les bonnes pratiques ou les référentiels de bonnes pratiques qui fait partie de la même famille et qui est le 27002. Et en plus de ça, il y a le cœur du management de la sécurité qui est lié au management de risque. On ne peut pas parler de management de la sécurité sans bien sûr parler du management de risque. Et alors ce slide-là, il est en train de présenter bien sûr qu'il y a les clauses 6.1.1, 6.1.3 et 8.2 et 8.3 qui parlent bien sûr du management de risque. Le management de risque, bien sûr, s'articule sur deux référentiels. Le premier, c'est le ISO 27005 et on a dit la dernière fois que c'est le référentiel le plus ancien. C'est le référentiel bien sûr, qui s'intéresse surtout à la partie sécurité de l'information. Et il y a le générique, la structure générique du gestion de risque, du management de risque, qui est l'ISO 31 000. Alors, à titre de rappel toujours, c'est que certes que le ISO 27005, c'est le plus ancien, mais le ISO 31 000, c'est le plus global. Ça veut dire qu'on ne parle pas tout simplement de la sécurité du système d'information. La note importante, c'est qu'on n'est pas obligé de faire allusion ou de faire, je dirais, de dire que voilà, on travaille sur le standard ISO 27531 000. On peut faire des passages rapides parce que, grosso modo, les méthodologies d'appréciation, de gestion de risques sont les mêmes, quel que soit le standard ou bien le référentiel. D'accord ? Voilà le processus de management. Et vous voyez, vous allez faire la différence gestion de risque au niveau de la traduction française, mais on parle surtout du management de risque. Les sociétés qui se respectent, la plupart du temps, on parle de mise en place du management de la sécurité qui est le SMSI, mais on en mis une partie qui est très, très, très importante, qui est le management de risque. Il y a des organismes, je parle surtout des organismes financiers, je parle surtout des organismes où il y a cet enjeu financier où le risque il est très, très élevé, où le management de risque il est très élevé, on a déjà une structure de management de risque. Et comme on parle de la politique de sécurité système d'information, on parle aussi de la politique du management de risque. D'accord ? Là, c'est dans les contextes qui sont un peu très délicats. Le département risque ou direction risque, on le trouve surtout dans les banques, on le trouve dans les sociétés de communication, on le trouve dans les assurances. Pour la simple raison, ça nécessite beaucoup d'investissement et il y a ce qu'on appelle des financial losses. Ça veut dire qu'il y a toujours le souci de perte financière. Et c'est ça qui crée cet équilibre-là. Le top management, lorsqu'ils sentent qu'il y aura une perte financière qui peut impacter, bien sûr, non seulement la notoriété, mais même les chiffres d'affaires et les réalisations de l'entreprise, bien sûr, il s'engage dans une logique de management de risque. Le même contexte, vous vous souvenez bien, très, très bien, lorsqu'on a parlé de la partie planification, établissement du contexte, là, c'est la même chose. On parle d'établissement de contexte relatif au management de risque. La partie qui est très importante, c'est l'appréciation du risque et on n'a cité qu'un travail colossal qui se fait par groupe. Alors, je crois que les personnes qui auront l'occasion de suivre les référentiels n'auront pas par la suite un problème. Soit vous étudiez le 27005 ou bien le 27001,
soit vous étudiez d'autres référentiels, vous êtes dans la même logique. Le principe, c'est de faire l'établissement de contexte. Le deuxième, c'est identifier les risques. Il faut les identifier. D'accord? Mais l'établissement du contexte ne permet surtout d'avoir le périmètre. Je ne cesse de le répéter, il n'y a pas une entreprise qui peut, bien sûr, faire ou mettre en place je dirais, une politique de système d'information, une politique de management de risque globale. Mais non, on doit faire les choix. Les choix de quoi? Les choix de certains éléments, de certains actifs qui vont faire l'objet de ce management de risque. Alors, une fois on identifie les risques, il faut les analyser. Les analyser selon leur occurrence, selon leur probabilité, selon leur impact et préjudice, selon plusieurs critères. Et bien sûr, enfin, évaluer les risques, évaluation du risque. Est-ce que ce risque, il aura un grand impact ou pas, etc. Après, une question qui se pose, est-ce que l'appréciation était suffisante? Est-ce que tout le monde, toutes les parties prenantes qui ont participé à l'appréciation, est-ce qu'ils étaient convaincus de ce qui a été fait? Si oui, bien sûr, on passe au traitement de risque. Sinon, on est obligé de revoir le contexte. On remet en cause le contexte du management de risque. Ils n'ont pas l'identification, l'analyse ou bien autre chose. On revient directement à l'établissement du contexte. Ça veut dire que on a mal manifesté ou bien exprimé nos besoins en matière de management de risque. Si notre appréciation est suffisante et il y a bien sûr une approbation de toutes les parties prenantes, on passe à la partie traitement de texte, de risque. Pardon. Alors, une fois c'est fait, si le traitement de risque, s'il est fait, c'est oui, bien sûr, on passe au suivi du risque, d'accord, et revue du risque qui existe. Sinon, bien sûr, on est obligé, vous allez faire la remarque, on est obligé de faire, on a deux choix, soit de revoir le traitement des risques, quelles sont les méthodes qu'on a, bien sûr, on verra par la suite parce qu'il y en a plusieurs, ou bien, si on n'est pas d'accord, on est dans l'obligation de revenir jusqu'à l'établissement du contexte parce que c'est là où on doit faire, et c'est pour cette raison qu'on insiste sur la partie périmètre de l'action et sur la partie établissement du contexte. Une fois c'est fait, le traitement est suffisant, bien sûr. Soit c'est oui, on revient, bien sûr, le risque résiduel, il est accepté. Et on doit surtout, selon tous les cas, vous allez faire le constat dans ces parties-là. L'établissement, on communique sur l'établissement de contexte. On communique aussi sur l'appréciation du risque. On communique sur les méthodes préconisées pour le traitement du risque et on communique aussi sur quelles sont les conditions d'acceptation de risque. Cette communication, elle est globale et toutes les personnes, toutes les parties prenantes doivent bien sûr être concernées par ce sujet-là. Alors, les critères à considérer dans la sélection, bien sûr, et de méthodologie d'appréciation, la compatibilité avec l'ensemble des critères requis par ISO 27001 et surtout le 27002, d'accord? Langue de la méthode. Et là, lorsqu'on parle de la langue, parce que la plupart et la majorité des méthodes sont des méthodes anglo-saxons, à part deux méthodes qu'on citerait par ailleurs, c'est la méthode IBIOS et la méthode Mihari. Il y a l'existence d'outils et logiciels facilitant l'utilisation. Alors pour Mihari, c'est un classeur Excel qui est utilisé. Et bien sûr, pour IBIOS, qui sont les plus préconisés, les plus utilisés dans les pays francophones, et surtout parce qu'ils sont gratuits, ces solutions sont gratuites. Alors, IBIOS, elle est en français, elle est développée par un système de développement qui s'appelle Adobe Air. Alors, la disponibilité de la documentation, de la formation, du support, d'accord? Pour les solutions que je connais, que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec Mihari IBIOS, je crois que la documentation elle est disponible, les vidéos de formation sont aussi disponibles, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, facilité d'utilisation, d'accord, de la méthode et pragmatisme de la méthode, bien sûr. Il faut voir surtout, on lit avec les clauses qui sont mentionnées dans le ISO 27001, d'accord? On s'inspire toujours de la clause et on doit faire la remarque ou bien sûr voir est-ce qu'il y a une harmonie entre la méthode
qui est la méthode ou bien l'application ou bien le logiciel utilisé sur l'appréciation des risques, et bien sûr sur le standard qui est le 27001. Le coût d'utilisation pour les solutions payantes, ils sont très chers, d'accord? On citera surtout la solution Octave. Et bien sûr, l'existence de moyens de comparaison, c'est les métriques, c'est le benchmarking entre ces méthodes-là. Alors, la première méthode, c'est la méthode Octave. C'est une méthode la plus vulgarisée, la plus connue. La deuxième, c'est CRAM. Et vous allez faire la remarque, ce sont des solutions issues soit des États-Unis d'Amérique, soit du Canada. Les deux méthodes que j'ai déjà bien sûr citées, c'est la méthode IBIOS et la méthode Mihari. Ils sont disponibles. Ils sont deux solutions qui sont bien sûr gratuites et qu'on peut utiliser. IBIOS avec le mode de développement, et c'est une solution très importante. Mais l'handicap, c'est que cette méthode, avec sa version 10, où il est arrivé à un certain niveau de maturité, ce n'est pas la même méthode actuelle. Il n'est plus disponible sur le site IBIOS parce qu'il est développé par l'ANSI, l'Association de normalisation de sécurité système d'information. Et bien sûr, c'est la version actuellement disponible, il est un peu archaïque, c'est la version 2. Elle est encore utilisable. Il vous permet de réaliser automatiquement la politique du système d'information. Il vous permet aussi de faire le schéma directeur du système d'information. Il vous permet beaucoup d'output, mais malheureusement, je dirais malheureusement, ils sont arrivés à un niveau de maturité avec la version 10, une solution extraordinaire. Mais une fois, je crois l'année dernière, pardon, cette version n'est plus disponible, cette version n'est plus, je dirais, utilisable. Même les personnes qui ont téléchargé la version, ils n'ont plus la possibilité d'utiliser. Il y a des moyens de sécurité par l'ANSI qui ont permis de bloquer toutes les utilisations. La version 2, l'avantage, c'est que ça vous permet de suivre un sommaire et une chronologie très logique. Par exemple, le contexte, le périmètre, l'explication, les processus, les actifs primordiaux, les actifs de support, etc. Et ça vous permet à une personne qui n'a jamais eu l'utilisation de l'utiliser, bien sûr, de s'adapter facilement avec l'outil. Alors, pour la méthode Mihari, c'est un classeur Excel. C'est plus, je dirais, un outil je dirais, de mesure de niveau de maturité sur les clauses et sur le point de contrôle qu'une méthode, parce qu'on n'aura pas un output comme une politique ou un schéma directeur, mais on aura tout simplement des niveaux de maturité, bien sûr, pardon, sur l'ensemble des clauses de la sécurité. Alors, les critères de base, on va voir quels sont les critères de base pour évaluer le risque. Alors, on a identifié le risque, on va voir l'évaluation. L'évaluation, c'est bien sûr par rapport à l'impact. C'est quoi l'impact? D'accord? Et bien sûr, on aura quels sont les critères qui vont nous dire qu'on a la possibilité d'accepter le risque ou non. Alors, le processus, je parle de processus d'identification de risque ou bien d'appréciation, pardon, de risque. On va bien sûr passer par la première phase, identifier le risque. On doit identifier les actifs. Alors là, pour les gens, je sais qu'il y aura des personnes qui suivent avec nous la formation et qui sont orientés IT, des informaticiens. Une fois on parle des actifs, vous parlez de serveurs, vous parlez de connexion, vous parlez de logiciels, vous parlez de systèmes d'exploitation, vous parlez d'autres choses qui sont des choses qui sont un peu techniques, mais ce n'est pas le même concept dans la partie management de risque. Parce que l'actif, et on aura deux actifs. Il y a l'actif, comme on a déjà cité auparavant, il y a l'actif primordial, qui sont les processus métiers et qui sont les actifs informationnels. Et il y a bien sûr les autres actifs qu'on appelle des actifs de support. D'accord? Il y a le processus comptabilité, le processus ressources humaines, le processus contrôle de gestion, le processus commercial. Et bien sûr, ces processus sont obligés d'utiliser d'autres processus, soit IT, soit politique, soit procédure, soit n'importe quel élément. Ça s'appelle des actifs, bien sûr, de support. On doit identifier les menaces. D'accord? Alors là, essayez, bien sûr, parce que j'ai essayé de répéter ces slides. On a eu déjà l'occasion de les voir la dernière fois, mais c'était rapide parce que c'était à la fin de la présentation. Et c'est pour cette raison que j'ai insisté
à ce que vous rappelez un peu de ces notions-là. Alors, le terme c'est le premier terme, c'est risque. Le deuxième, que vous allez remarquer, c'est actif. Et le troisième, c'est menace. D'accord? Alors, identification des menaces. Et j'ai cité un exemple. D'accord? Si on prend, par exemple, le processus de paix, il y a beaucoup de risques, des risques qui peuvent toucher les grands critères de la sécurité qui sont la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité. D'accord? Alors, lorsqu'on prend un processus, on dit voilà le processus métier. Quelles sont les menaces qu'on a? On a des menaces qui peuvent impacter la confidentialité, telles que les informations de la paie, les salaires, etc., sont accessibles par d'autres personnes qui n'ont pas les autorisations. On a un problème d'intégrité, supposons qu'il y a des personnes qui ont la main sur la base de données et qui peuvent modifier, bien sûr, des éléments au niveau de la paix. Et on a le critère, le troisième critère qui est la disponibilité. On peut dire que voilà, est-ce que lorsqu'on aura une indisponibilité de ce processus-là, là, c'est la vision globale. On parle des menaces, d'accord, mais des menaces qui peuvent toucher, bien sûr, l'un des critères de la sécurité qui sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Alors, prenons l'exemple, par exemple, prenons l'exemple de la paie, divulgation de bulletins de paie, quelle que soit leur nature, soit sous format papier, soit sous format électronique. Bien sûr, modification des paramètres de paie, arrêt de service par une personne ou par une personne tierce ou par du sabotage, etc. Et bien sûr, une fois c'est fait, dans la partie qui est très critique, d'accord, qui est l'identification de risque, on doit se poser la question. Voilà les menaces qui sont déjà là, qu'on les connaît bien sûr, mais la deuxième question, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été déjà préconisées pour limiter l'impact de ces menaces-là? Oui ou non, d'accord? Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. S'il y a des menaces qui sont déjà existantes, c'est une remise en cause. Parce que ça veut dire que malgré la mise en place de ces mesures-là, le risque, il est déjà résiduel, il est déjà permanent, pardon, il est déjà là. D'accord? Identification des vulnérabilités, je crois qu'une fois, je crois que la position de cet élément doit être, bien sûr, juste après l'identification des actifs. Parce que les vulnérabilités sont liées aux actifs. D'accord? On dit que chaque actif organisationnel, chaque actif informationnel, il possède des vulnérabilités. D'accord? Alors, les vulnérabilités, ce sont des faiblesses, ce sont des points de faiblesse. Pour le processus de paix, supposons qu'on ne veut pas que les gens accèdent à nos informations, automatiquement, on doit bien sûr protéger les accès. Seules les personnes qui ont les droits, ils vont accéder. On doit protéger le serveur par des firewalls. On va protéger, bien sûr, bloquer les ports USB. Ce sont des mesures qui ont été prises. Mais supposons que c'est l'administrateur, et bien sûr, tout organisme a besoin d'un administrateur. Cet administrateur ou cet administrateur est là, les accès à la base de données, il peut facilement faire une extraction. Alors, la menace humaine est une menace vraiment, je dirais, difficile à gérer. Et 60% du risque qui existe au niveau de l'entreprise, il provient des ressources en interne parce qu'il n'y a pas des moyens. On peut sécuriser le PC, on peut sécuriser le serveur, on peut sécuriser la connexion, on peut sécuriser le réseau, mais on ne peut pas dire qu'on sécurise à 100% la partie humaine. Et c'est pour cette raison, dans la partie ressources, qu'est-ce qu'on fait? À part la charte de confidentialité qu'on signe, à part les clauses et les procédures qu'on peut signer, il n'y a pas d'autres moyens, bien sûr, à faire à part ces chartes-là, ces procédures-là et bien sûr la sensibilisation. Bien sûr, on parlait des vulnérabilités. Chaque actif organisationnel, il possède des vulnérabilités. D'accord? Et les menaces, ils sont là pour exploiter les vulnérabilités d'un actif. Ça on est en train de faire la définition de risque. Alors, je répète, un risque, c'est la possibilité ou non qu'une menace exploite une vulnérabilité d'un actif organisationnel de l'entreprise. Et cela dans des objectifs qui sont clairs, toucher ou atteindre à la confidentialité, à l'intégrité ou bien à la disponibilité d'un service ou d'un processus vital pour l'entreprise. Les impacts, bien sûr, on peut avoir des impacts sur
des impacts financiers, des pertes financières, ou bien on peut avoir d'autres impacts qui sont plus difficiles à gérer. C'est des impacts et des préjudices qui touchent la notoriété, la réputation, ou bien le positionnement stratégique de l'entreprise. Alors, après, c'est un travail de groupe, je ne cesserai pas de le répéter, ce n'est pas une personne qui fait ce travail, mais c'est un comité pluridisciplinaire, multifonction, qui, bien sûr, regroupe les gens de métier, les gens de la juridique, les gens de la conformité, les gens des ressources humaines, etc., etc. C'est un ensemble, bien sûr, de parties prenantes qui contribuent à la réalisation de ce travail colossal. Alors, appréciation des impacts. Les impacts, c'est on va perdre quoi? Quels sont les impacts au cas où on a cette menace, bien sûr, arrive bien sûr à exploiter une vulnérabilité. Pourquoi? Parce que toujours, on doit penser à l'équilibre créé. Le top management, il a toujours une vision financière. Il a une vision, je dirais, c'est quoi le coût de ces mesures qu'on doit prendre. Supposons que la perte n'est pas, je dirais, considérable. Là, il y a des cas où on accepte le risque parce que les investissements qu'on va faire pour mettre en place cette mesure ne correspondent pas ou bien ne collent pas avec l'investissement colossal qu'on va faire. Et c'est pour cette raison qu'il y a des décisions qui sont prises qui disent que voilà, on doit accepter bien sûr le risque. D'accord? Il y a un constructeur, la construction d'un bâtiment ou d'un data center. Il y a des gens qui vont dire que est-ce qu'on est obligé de mettre des mesures préventives contre les tremblements de terre. Ces mesures-là, ils vont vous coûter 3 millions, 4 millions de dirhams, mais vous n'êtes pas dans une zone sismique. Ça veut dire qu'il n'y a que la probabilité, c'est le deuxième point, ou la vraisemblance, la probabilité qu'un incident de ce genre-là survient, elle est vraiment minime. Alors, le top management va dire qu'on n'est pas dans une logique de faire cet investissement, on accepte le risque. Le risque, elle est là. Il se peut qu'on aura un tremblement de terre, mais le risque, il est accepté parce que l'investissement, il est colossal. Et bien sûr, on passe sans prendre les mesures nécessaires. D'accord? Appréciation de la vraisemblance d'un incident. Combien d'incidents peut survenir? C'est le nombre d'incidents qui peut survenir sur ces cas-là. D'accord? La coupure électrique. Alors, la vraisemblance, on dirait que 2 fois, 3 fois par an. D'accord? Vraisemblablement, ça peut se prévenir 2-3 fois par mois. La mesure qu'on peut mettre, il n'y a pas qu'une seule mesure dans ce cas-là. La première mesure, c'est de mettre en place des onduleurs pour garantir que le data center et les équipements seront opérationnels pendant 2 heures ou 3 heures, ça dépend de l'onduleur. Mais il y a d'autres mesures, c'est tel que mettre un groupe électrogène. Alors, mettre un groupe électrogène, c'est parmi les mesures qu'on est bien sûr obligé de prendre en considération. Estimation du niveau de risque, c'est presque la même chose. Est-ce que c'est critique? Est-ce que ce n'est pas critique? Est-ce que c'est là une relation avec l'impact? D'accord? La troisième phase, c'est l'évaluation. Après l'identification, l'analyse, on passe à l'évaluation. Évaluation du niveau de risque, c'est la même chose. Évaluation avec estimation, on va évaluer, on va faire une autre évaluation de l'analyse, d'accord? Et bien sûr, relative aux critères d'évaluation de risque. D'accord? Alors, évaluation de niveau de risque, aux critères, bien sûr, de risque, aux critères d'évaluation du risque. D'accord? Le traitement, la phase la plus importante, quelles sont les options du traitement du risque? Est-ce que l'éradication? Est-ce que l'acceptation? Est-ce que, je dirais, on peut diminuer l'impact du risque? Il y a plusieurs plans qu'on verra par la suite. Et une fois c'est fait, on fait une planification du traitement du risque. C'est question de date, c'est question de budget, c'est question bien sûr de priorité. Et bien sûr, évaluation de risques résiduels, les risques qu'on ne peut pas, risques émanants, les risques qui sont là, qu'on ne peut pas bien sûr traiter. La troisième, l'acceptation. Les risques résiduels, ils sont automatiquement acceptés, mais on doit être bien sûr informé. Et bien sûr, l'acceptation du plan du traitement de risque. Pourquoi on est obligé de faire l'acceptation? On a fait l'évaluation
dans la partie traitement, mais vous allez remarquer que c'est une proposition. Alors, l'acceptation doit se faire vis-à-vis l'investissement qui sera, bien sûr, réalisé. 2 points, on doit toujours communiquer sur le risque. D'accord? 2e point, on doit surveiller et réexamination du risque. Parce qu'on a mis en place des mesures, on doit faire toujours en sorte de vérifier est-ce que les mesures préconisées et mises en place, d'accord, ont donné, bien sûr, les résultats souhaités. Les actifs, voilà, la partie identification, je vais essayer de faire vite. Il y a 2 types d'actifs, comme j'ai déjà cité. Les actifs primaires, c'est le processus métier, et c'est ça le top. C'est ça qui nous importe, c'est ça le plus important dans la vision management de risque. Il y a des actifs informationnels, d'accord? Si vous prenez par exemple les ingrédients utilisés dans les poulets Kentucky, d'accord? Les ingrédients ou la formule, c'est un actif organisationnel. Si on prend la formule du Coca-Cola, c'est un actif informationnel. Les composantes qui sont bien sûr sauvegardées, qui sont préservées dans un endroit sûr, ça représente un actif informationnel vraiment qui a beaucoup d'importance. Et bien sûr, les processus métiers, c'est les processus tels que processus financier, comptabilité. Bien sûr, on peut avoir d'autres processus, la paie, la partie comptabilité analytique, comptabilité générale, etc. Dans la partie processus ressources humaines, on a la partie gestion de paie, on a la partie recrutement, etc., évaluation, etc. Et dans l'autre partie, on appelle des actifs support. Et là, la plupart des gens se concentrent sur les actifs support et ils omettent les actifs primaires. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Protéger le matériel, mon souci, ce n'est pas de protéger le matériel, mais protéger le processus métier ou l'actif informationnel qui est hébergé dans le matériel. Je ne protège pas le logiciel, je ne protège pas le réseau. Ce sont des moyens de support. D'accord? Parce que le système d'information en général, soit il est automatisé et bien sûr il fait appel à des outils informatiques, soit il est non automatisé et il est utilisé, bien sûr il utilise des moyens traditionnels sur registre, sur papier, et ça reste bien sûr un actif informationnel et ça reste des processus métiers. Alors, je le signale, notre souci, c'est les actifs primaires. Et lorsqu'on commence le management du risque, on ne commence pas, et même dans la partie sécurité, notre vision, c'est bien sûr les actifs primaires et non pas les actifs support. D'accord? Les identifications des menaces, c'est la cause potentielle d'un incident. Alors, un incident, je dirais qu'il y a un préjudice pour un système ou un organisme. Alors, un incident, bien sûr, il fait quoi? Il va bien sûr toucher la confidentialité. Lorsque quelqu'un vous dit, un utilisateur, un collaborateur de votre boîte vous dit que quelqu'un a accédé à son système lors de son absence, ça c'est un incident. Mais c'est un incident qui touche la confidentialité. Lorsque quelqu'un vous dit qu'un bulletin de paie a été falsifié, a été présenté à un autre organisme, c'est un incident qui touche à l'intégrité. Parce que le problème, c'est qu'on pose la question, comment cette personne a pu effectuer ces actions-là? D'accord? Et là, on va se poser la question, parce que le serveur n'est pas protégé, parce que le serveur n'est pas crypté, parce que, et dans cette mesure, pour protéger les informations, on va protéger le serveur, on va protéger le système d'exploitation, on va protéger le logiciel. D'accord? Et lorsque quelqu'un accède, bien sûr, à votre data center avec des attaques pour arrêter, lorsque le service est arrêté, c'est un incident qui touche la disponibilité. Les types de menaces, je vais passer rapidement, là on l'a déjà vu, parce que ces slides-là on l'a déjà vu, d'accord? Identification des mesures existantes, on a parlé de ça. Est-ce qu'il y a déjà, lorsqu'on fait l'identification des menaces, on doit se poser la question, y a-t-il des mesures existantes ou pas, d'accord? Si les mesures sont existantes, il faut les revoir, il faut les améliorer. S'ils ne sont pas existantes, on doit bien sûr les
mettre en place. La faiblesse, bien sûr, la vulnérabilité, c'est une faiblesse d'un actif, d'accord? Quelle que soit la nature, un actif primaire ou un actif, bien sûr, de support. Et bien sûr, qui peuvent, c'est la probabilité. On n'a pas toujours je dirais, on n'est pas toujours sûr que les menaces vont exploiter à 100% cette vulnérabilité, mais on doit bien sûr présenter ou bien sûr prendre les mesures nécessaires. Je donne toujours l'exemple, lorsqu'on réalise ou bien on procède à l'achat d'un contrat d'assurance automobile, ce n'est pas parce qu'on aura un accident. Il se peut que 20 ans de conduite, vous n'avez jamais eu un accident, d'accord? Mais le jour où vous avez oublié de renouveler votre contrat d'assurance, c'est le jour où vous aurez, bien sûr, l'accident, malheureusement. Alors, les types de vulnérabilité selon le matériel, entretien insuffisant, il n'y a pas de contrat de maintenance, il y a de la portabilité pour les ordinateurs portables, les logiciels, il n'y a pas la partie log, il y a interaction compliquée avec les autres systèmes ou les autres applications, manque de chiffrement pour le réseau, il n'y a pas des simples points, c'est des techniques d'un simple point d'accès. Pour le personnel, il n'est pas bien formé, il n'est pas bien supervisé, d'accord, pour les sites ou bien la partie environnementale et data center, système électrique instable, à chaque fois il y a des coupures, site dans une zone inondable où il y a la possibilité d'inondation. Pour la structure organisationnelle, manque de séparation de tâches, segregation of duties, ça veut dire qu'une personne, il a beaucoup de tâches, il est jugé parti, et bien sûr, aucune description, job description, ça n'existe pas. On passe au tableau qui va lier l'active vulnérabilité et menace, d'accord? Matériel informatique, entrepôt non supervisé, il y a vol, équipement et il y a une perte financière. Sensibilisation, etc. Je crois qu'on a vu ça la dernière fois. Il y a la partie vol d'équipement, entrepôt non supervisé, perte monétaire, perte financière, cohésion, sensibilité à l'humidité, rupture d'équipement, erreur d'entrée de données, ça touche la partie je dirais, intégrité, interface d'utilisateur compliquée ou bien base de données corrompue, touchée, etc. Même ça, on a vu. On a parlé de deux types d'appréciation, qualitative et qui touchent, on donne des valeurs comme les valeurs suivantes, faible, moyen, élevé, high, medium or low, d'accord? Et on peut partir jusqu'à la partie quantitative et on peut les faire les deux à la fois. On peut faire un mélange lors de l'appréciation, d'accord? Est-ce que c'est le taux de survenance de ce type de problème ou de ce type de menace, est-ce que c'est faible, c'est moyen ou c'est élevé? Ou bien on peut passer au pourcentage, c'est 30%, c'est 40%, c'est 50%, ou bien les combiner les deux à la fois. Les deux méthodes à noter, l'appréciation qualitative et l'appréciation quantitative. Alors, l'appréciation des impacts, l'estimation des impacts peut être exprimée en termes qualité ou quantité, comme on a déjà cité. La valeur d'un impact dépend généralement de la valeur de la criticité de l'actif. Est-ce que l'actif est critique ou pas? D'accord? Est-ce que l'actif a une grande importance ou pas? Et après, j'aurais qu'il y aura une partie qui est très importante, qui est la classification des actifs. D'accord? On ne peut pas se permettre un site institutionnel qui n'a pas de valeur, on ne peut pas se permettre d'avoir un contrat de maintenance ou un SLA, Service Level Agreement de 24/24 ou 7/7. Cette estimation peut être obtenue par une analyse d'impact. Et c'est un processus qui est très pertinent. On a déjà eu l'occasion de voir ces Business Impact Analysis. C'est quoi l'impact sur le business? D'accord? On ne peut guère donner de l'importance à un actif qui n'est pas critique ou bien un actif informationnel qui n'est pas, bien sûr, qui n'est pas critique et qui n'est pas très important. Cela nous emmène à dire que la classification des actifs est un élément fondamental de la réussite du parti de management du risque. Alors, les probabilités, voilà, très rares. Et regardez, très rares, vous avez donné qu'une fois par 100 ans, lorsqu'on parle de tremblement de terre. Alors, le niveau de probabilité, il est nul. Et c'est pour cette raison que j'ai donné l'occasion. Lorsqu'on a un niveau de probabilité,
on va dire qu'on va mettre un data center ou un DR, Disaster Recovery, un site backup, qui va nous coûter 30 millions de dirhams, tout simplement parce qu'il y aura la possibilité d'avoir un tremblement de terre ou un tsunami. Lorsqu'on fait les probabilités ou l'évaluation de probabilité, on trouve que, par exemple, cette zone, ce n'est pas une zone sismique, cette zone n'est pas proche de l'océan, d'accord? Et bien sûr, on n'aura pas cette possibilité. C'est moins d'une fois par 100 ans. Alors, le top management, il va dire qu'on n'est pas obligé de faire cet investissement. On accepte le risque et on accepte le risque, bien sûr, sans aucun problème. Rare, le niveau C1, rare, une fois toutes les années, bien sûr. Possible une fois sur 3 années. Probable environ une fois par an. Et bien sûr, 4, presque certain. C'est quelque chose qu'on aura une fois par année sans aucun problème. Alors, ces occurrences-là, on doit se mettre d'accord. Ce n'est pas quelque chose figé. Ce n'est pas quelque chose qu'on met sur tous les projets, sur tous les éléments. Non, vous avez la possibilité selon le contexte et selon, bien sûr, l'actif. Alors là, l'échelle qualitative, d'accord, on peut même aller à un niveau de granulation jusqu'à un niveau 7, très certain, certain, presque certain, etc., etc. On peut aller, bien sûr, sur ces éléments-là et descendre d'un niveau de granulation. Ces appréciations de probabilité, c'est eux qui vont nous permettre de dire soit on est obligé de traiter le risque, soit on est bien sûr dans une logique d'acceptation de risque. Les deux approches sont différentes. Alors, une fois établi un registre complet de toutes les sources de risque, sous la forme d'une liste d'incidents potentiels génériques, etc., il convient d'évaluer les risques associés à chaque incident. Quels sont les incidents qu'on peut bien sûr avoir pour aboutir à un inventaire et archiviser des scénarios d'incidents potentiels. Alors, l'estimation de risque assignera alors une valeur qualitative ou quantitative selon le contexte à la probabilité d'un scénario d'incident et bien sûr ses conséquences. Voilà l'exemple, d'accord? Et voilà la matrice qu'on a. On est obligé de faire afin d'avoir la matrice, bien sûr, du management de risque. Alors, très faible occurrence, le niveau de, bien sûr, de survenance. Impact très faible. Alors, il y a la probabilité, il y a l'impact. Lorsqu'on est à 0, on n'est pas obligé de prendre en considération ce risque-là. Très faible, impact faible. 1. Très faible, impact moyen. D'accord? Très faible, impact fort et très faible, occurrence, impact très fort. D'accord? Alors, si vous voulez voir quels sont les risques qu'on doit traiter, lorsqu'on est dans cette logique très forte occurrence, il y a la possibilité que l'incident survient et bien sûr, elle a très fort impact. Très fort impact, on est dans une logique de notation de 8. Alors, les menaces, voilà, on peut prendre cet exemple. Les scénarios A ou l'incident A ou le menace A va leurs conséquences sur l'actif 5. La probabilité est 2. 2 fois 5, ça fait 10. D'accord? 2 fois 5, ça fait 10. L'ordre de priorité de la menace, on a donné l'ordre 2. Ça veut dire qu'il n'est pas très important. La priorité, elle est 2, elle est moyenne. La valeur de conséquence pour le scénario B, c'est 2 et l'occurrence, c'est 4. 2 fois 4, ça fait 8. Mais elle est high. Ça veut dire que le risque il est élevé. On a 3 fois 5, ça donne 15. Le risque il est émanant, mais la priorité, elle est, je dirais, low. Ce n'est pas très important. Ainsi de suite. Ce tableau-là va nous permettre de dégager quels sont les risques ou bien les menaces à traiter et quelles sont les menaces à ne pas traiter. Alors, les traitements de risque, je crois ici dans la planification, je passerai directement pour des contraintes de temps au traitement de risque. Voilà. Alors, là, l'appréciation, est-ce qu'elle est satisfaisante ou suffisante? Si oui, on passe au choix des options. Alors, on parle de l'appréciation. C'est le travail qu'on a bien sûr déjà fait. Si l'appréciation n'est pas suffisante et que l'ensemble voit que cette appréciation ne donne pas une vision claire des risques, on est obligé de refaire les appréciations et on est obligé, parfois, comme j'ai déjà dit, même de revenir jusqu'aux études de contexte.
Alors, quels sont les choix des options? Et ça, vous le gardez, vous le apprenez par cœur. Alors là, réduction de risque, on le réduit. D'accord? On avait des coupures d'électricité 4 fois, 5 fois. On va les diminuer pour avoir, bien sûr, 4 fois, 5 fois par an. On va essayer de faire la diminution pour qu'il soit tout simplement 2 fois par an. Le 2, c'est un seuil qui a été accepté par le comité du management de risque. On maintient le risque. Ça veut dire quoi? On était sur 3, d'accord? Il y a deux philosophies, des personnes qui veulent diminuer, des personnes qui veulent garder. On maintient ce taux de risque, d'accord? D'ailleurs, c'est à titre d'exemple, il y a des banques qui font des pertes dues à des cartes qui sont falsifiées, des personnes qui viennent de l'étranger dans les villes touristiques et qui font des transactions avec des cartes blanches. Les banques, ils ont mis bien sûr des mesures de sécurité, mais c'est un risque qui est là. Il y a des pertes, par exemple, je dirais de 10 millions de dirhams par an ou quelque chose comme ça. Les banques, elles acceptent parce que la contre-mesure, elle est très coûteuse. Alors, il maintient ce niveau de risque. Ça veut dire qu'on est dans une logique de perte, par exemple, de 3 millions, je dis n'importe quoi, 4 millions. Et bien sûr, on peut maintenir le risque dans ce stade-là. Il y a l'évitement de risque. Et j'ai donné la dernière fois cet exemple. L'évitement, il y a des banques qui n'ont pas opté pour le e-commerce. Il y a des banques, je ne citerai pas les noms, mais il y a des banques qui n'ont pas la possibilité. Vous n'avez pas la possibilité d'effectuer des opérations e-commerce. Il y a des banques qui n'ont pas le web banking, qui n'ont pas le pocket banking. Pourquoi? Ils disent que le risque est émanant. Je suis une petite banque, je ne suis pas une grande banque. Je prendrai l'exemple de l'Arab Bank, je prendrai du Citibank. Ce ne sont pas des banques, ce sont des banques corporate qui sont installées pour des missions bien spécifiques. Ils n'ont pas beaucoup de clients physiques, des clients des personnes. Et c'est pour cette raison, même si on met en place un système d'e-commerce, ça ne vaut pas la peine parce que les gains ne sont pas énormes. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les portes, je ne fais pas du e-banking, je ne fais pas de pocket banking et je n'ouvre pas mon système d'information. J'ai évité radicalement le risque. Il y a le transfert du risque. D'accord? Il y a le transfert de risque. Là, le transfert de risque, c'est quoi? Vous avez des serveurs qui tombent souvent en panne et à chaque fois, vous payez, bien sûr, je dirais, des interventions. Qu'est-ce que vous allez faire? Des contrats de maintenance. Alors, lorsque vous signez des contrats de maintenance, vous avez transféré le risque. Ça veut dire que le risque, il est transféré à une partie tierce. Et là, c'est des contrats qui remplacent. Vous aurez des contrats, vous aurez des essais là. Vous demandez que ce service doit être opérationnel 24 sur 24, 7 sur 7, ou bien tout simplement 5 sur 7, 12 sur 24, etc. Là, c'est, bien sûr, c'est la notion du transfert du risque. Ça veut dire que vous avez transféré, bien sûr, le risque. Je donnerai dans ce sens-là l'exemple des banques. Il y a des banques qui ont délégué l'alimentation des GAB et la protection des GAB à des groupes. Le groupe, par exemple, le groupe 4. C'est eux qui alimentent les GAB. C'était une opération effectuée par la banque, mais il y a de problèmes, beaucoup de problèmes, et c'est pour cette raison que les contrats se font avec soit NCR, soit Nixdorf, etc. Et c'est eux qui garantissent la disponibilité des GAB et qui garantissent bien sûr l'alimentation des GAB. Après tout ce qu'on vient de voir, on a réduit certains risques, on a maintenu certains risques, on a évité certains risques, on a transféré les risques, et il y a des risques qui sont résiduels, qu'on ne peut pas éliminer. D'accord? Ça s'appelle des risques résiduels. Ces risques résiduels, soit on a deux choix, soit on revient pour faire l'appréciation du risque, soit si le résiduel risque a été accepté, on passe à l'acceptation de risque. Ça veut dire qu'on accepte le risque. Mais à condition, je tiens à dire que les personnes qui travaillent de le risque doivent avoir un document exceptionnel qui s'appelle le risk acceptance, l'acceptation du risque. Vous devez avoir un document qui vous dit qu'on est conscient qu'il y a ce risque-là et qu'on accepte parce qu'on n'a pas les moyens ou bien on n'a pas les dispositifs qui vont nous permettre de gérer ce risque-là. D'accord? Là, c'était bien sûr une image qui est très, très signifiante,
qui donne une vision globale sur les techniques de traitement de risque. Et on passe, bien sûr, pour les options de traitement. On a parlé de la réduction, on a parlé du maintien, d'accepter, bien sûr, le niveau actuel, le refus, l'annulation. On refuse, on ne peut pas se permettre, et j'ai donné l'exemple du e-banking, du web banking, etc. Et bien sûr, décision à partager les risques avec les parties externes, l'assurance, l'externalisation, etc. Alors, un exemple, mesure, on a une mesure qui s'appelle document de la politique. Applicable, c'est oui, il est applicable. La description de la politique de sécurité d'information approuvée par la direction, etc. Apporter à la sécurité de l'information une orientation et un soutien. La documentation, voilà la documentation, c'est la procédure, c'est PO, procedure, d'accord? Et le nom de la procédure, qui est le responsable directeur du système d'information, qui est le RSSI, d'accord? Réexamen, développement externalisé, etc. Voilà, vous pouvez s'entraîner sur ces, je dirais, sur ces types-là. Et je reviens pour vous dire que l'ensemble, je tiens ma promesse, j'ai eu beaucoup de demandes de documentation. Ce document officiel pour personal use, je répète que ça serait pour l'utilisation personnelle et non pas pour l'utilisation commerciale. C'est ce document ainsi qu'un fichier Excel qui va vous permettre de faire l'étude de niveau de maturité relative à votre entreprise, vous seront transférés. Je vais vous communiquer mon adresse mail. Je vais communiquer bien sûr aussi mes coordonnées afin que je puisse partager avec vous. Autre alternative, c'est M. Badr Boulak qui va mettre sur le site ces documents-là. Alors, les risques résiduels, ce sont des risques inhérents qui n'ont pas de solution, d'accord? Bien sûr, le propriétaire ou bien les propriétaires de ces risques-là doivent être informés des risques résiduels et on accepte la responsabilité. Là, c'est le point que j'ai cité auparavant, c'est que le propriétaire du risque, supposons que le top management, je parle en toute sincérité sur tous les gens qui travaillent dans des secteurs qui sont très sensibles. Vous avez constaté qu'il y a un risque. Vous soulevez la problématique vers votre top management qui vous dit que voilà, nous on s'en fout carrément, on laisse, ça ne peut pas survenir, on ne peut pas avoir ce problème-là. Vous devez être protégé par un document. Le document, c'est quoi? C'est de dire aux propriétaires de cette activité, de ce processus, de leur dire que vous êtes informés, oui, vous devez me signer que vous acceptez ce risque-là. Ça, c'est votre évidence en tant que responsable du risque management. Voilà, on est arrivé, je dirais, à la fin. Entre autres, vous aurez, j'ai dit que vous aurez des exercices parce qu'il y a 3 exercices sur ce chantier-là. Vous aurez mon adresse mail, bien sûr, pour vous, que vous puissiez communiquer avec moi. Cette formation, comme j'ai déjà dit auparavant, nécessite 2 jours de formation, ça veut dire 14 heures. On a essayé de zipper et de faire le maximum. C'est une sensibilisation pour vous. C'est une voie qui va être ouverte pour vous parce que c'est très important, surtout avec la notion et avec le contexte qui va venir. Je vous incite sur tout ce qui est référentiel, sur tout ce qui est standard. Il y a le 27001, il y a le 27005, il y a le 33100 qui est la continuité de service. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être très intéressants pour vous. Alors, je serais ravi de faire ce partage-là. Je serais ravi, bien sûr, de vous conseiller, de vous orienter. Ce sont des métiers qui font gagner de l'argent, d'accord? Ce sont des métiers qui vont vous permettre aussi de se positionner dans votre structure actuelle. Cette certification, ça s'appelle Certification Foundation, 12 jours. Il y a la certification lead implémentaire qui va vous permettre d'implémenter les processus. C'est très intéressant, une bonne expérience. Il y a le deuxième niveau très délicat, très demandé sur le marché en tant que freelance ou bien en tant que consultant, c'est la partie lead auditeur. Ça veut dire que vous aurez la capacité, la capacité, bien sûr, d'auditer des systèmes d'expérience. À chaque fois, vous apprenez beaucoup de choses
Les systèmes, ils se ressemblent. Une fois vous arrivez à mettre en place un système, un SMSI, ça serait très facile de le mettre pour les autres, les futurs clients. Et vous saurez, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se permettre de passer d'un niveau implémentaire à un niveau auditeur rapidement, je vous conseille de rester dans l'implémentation plusieurs fois. Après un certain moment, vous aurez la casquette automatiquement d'auditeur parce qu'à force de forger, on devient forgeron et ça va vous permettre bien sûr de se positionner dans le marché. Ça a été un grand plaisir de faire ce partage. Je tiens encore une fois à remercier tous les organisateurs de Qraya Dar, une trop bonne initiative qui a été effectuée, une expérience citoyenne qui insiste à tout le monde. On était ravis de faire ce partage et on sera ravis bien sûr de faire autre partage dans l'avenir, bien sûr, pour bien sûr aider notre pays, aider les jeunes dans notre pays. Bravo Qraya Dar, mes salutations à Badr Boulak pour son implication, pour son rôle bien sûr dans la partie planification et on sera toujours à votre disposition bien sûr pour répondre aux besoins, à vos requêtes, à vos demandes. Merci, et bien sûr à une autre fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.